Au Zaïre, une centaine de réfugiés rwandais étouffés, écrasés dans un train qui devait les ramener chez eux. Le chef de la rébellion zaïroise confirme son intention de marcher sur Kinshasa, la capitale, tant que Mobutu n'aura pas effectivement démissionné. Dans ce journal, la campagne électorale, record absolu de candidatures, plus de 6200. Vers 20h25, débat entre l'ancien ministre UDF Alamadla et le socialiste Dominique Strauss-Kahn, ainsi que Bruno Maigret du Front National. Madame, Monsieur, bonsoir. Les réfugiés rwandais au Zaïre sont-ils maudits? Tout porte à le croire après cette nouvelle tragédie vécue hier. Le train de l'espoir s'est en effet transformé en train de la mort. Une centaine de réfugiés sont morts, écrasés, étouffés dans des wagons qui devaient les ramener jusqu'à Kisangani. Dorothée Oliéric. À bord de ce train, des milliers de femmes, d'enfants, d'hommes et l'espoir. L'espoir d'en finir avec 6 mois de guerre, de famine, de tuerie dans les forêts zaïroises. Les réfugiés ont pris le train d'assaut pour fuir à n'importe quel prix. Mais au bout du voyage... Il est vivant? Il faut aider. Humanitaires et journalistes portent les premiers secours. Je ne suis pas médecin. Ils tentent de réconforter ceux qui s'accrochent à leur mort. Asphyxiés, piétinés, ils sortent les cadavres par dizaines. Un geste de tendresse pour ce bébé. Il est déjà trop tard. Devant cette tragédie, devant les massacres, les humanitaires accusent. Les forces militaires de l'Alliance utilisent le travail des organismes d'aide pour attirer les réfugiés, les faire sortir de la forêt et les interceptent avant qu'ils n'arrivent au poste de secours et s'en débarrassent dans des conditions effroyables. Le Haut Commissariat aux réfugiés, débordé par la situation, a demandé aux rebelles de Laurent Désiré Kabila de suspendre les évacuations par train. Le pont aérien entre le Zaïre et le Rwanda, lui, continue. Aujourd'hui, 2600 réfugiés Hutus ont quitté Kisangani. Ils laissent derrière eux les massacres, la peur, mais ils ne savent pas quel futur les attend dans leur pays. Sur le plan politique, c'est plutôt la confusion. Après le sommet de Pointe-Noire hier, le chef de la rébellion a en effet mis les points sur les i et dissipé tout malentendu diplomatique. Laurent Désiré Kabila a confirmé que ses troupes avaient ordre d'avancer sur Kinshasa et qu'il n'y aurait jamais de cessez-le-feu tant que Mobutu ne quitterait pas effectivement le pouvoir. Les rebelles contrôlent actuellement environ les 2/3 du territoire zaïrois. L'émissaire américain sur place, Bill Richardson, a affirmé aujourd'hui que sa mission était de préparer l'arrivée en douceur des rebelles à Kinshasa, et cela afin d'éviter un bain de sang. En France, la plupart des syndicats appelaient aujourd'hui à une journée d'action dans les compagnies d'autocars. Les chauffeurs réclament à leur tour la retraite à 55 ans obtenue par leurs collègues routiers en décembre dernier. Une journée d'action qui s'est traduite par quelques opérations escargots en Ile-de-France, mais aussi dans les métropoles régionales. Des négociations avec le patronat doivent s'ouvrir la semaine prochaine. Les chauffeurs routiers ont eux aussi adressé quelques barrages pour demander l'application effective des accords signés lors de la grande grève de décembre. La prime de 3 000 francs, notamment, n'a été versée qu'à une minorité de chauffeurs. Près de Bordeaux, cette journée d'action a été endeuillée par un accident, la mort d'un délégué force ouvrière sur un barrage filtrant. Reportage François Privat. Didier Pinson est mort en voulant empêcher le franchissement en force d'un barrage au nord de Bordeaux. Accroché à la cabine, ce routier en grève a eu le temps de donner un coup violent sur le pare-brise avant d'être happé par le camion. La victime a grimpé sur le marchepied, il a donné des coups de poing sur le pare-brise et l'autre a continué d'avancer et puis il a donné des coups d'accélérateur et la cabine s'est déhanchée un peu. Et le chauffeur a glissé et il est passé sous la roue. Puis ben voilà. Confié aux gendarmes, une enquête de flagrance pour homicide involontaire a été aussitôt ouverte. Le conducteur du camion est en garde à vue. Je signale tout de même aussi que l'auteur des faits a été soumis à l'alcotest qui s'est avéré négatif et qu'il roulait à une vitesse de l'ordre de 5 à 10 km à l'heure. Émotion au piquet de grève, la victime était un délégué syndical de Force ouvrière. Ça fait vraiment trop mal au ventre. Je peux pas dire, c'est d'autant plus triste que c'est un autre salarié, c'est un salarié qui a écrasé un salarié. Je ne peux pas dire autre chose, il l'a écrasé. Ce soir, les 2 centres de stockage de carburant qui approvisionnent la majeure partie des stations-service d'Aquitaine restent totalement bloqués.
À Rouen, reprise du procès de la Josacine et du meurtre de la petite Émilie. L'accusé, Jean-Marc Deperroy, a reçu aujourd'hui le soutien de ses parents et surtout de sa femme. Compte rendu d'audience, Dominique Verdeillan, Vincent Maillard. Quelques minutes après l'audience, dans les bras l'une de l'autre, la mère et l'épouse de Jean-Marc Deperroy. Leur combat est commun, unique. Si nous doutions, disent-elles en chœur à la barre, nous ne serions pas là. Mon mari est innocent, je le sais, je suis sûre, et on le trouvera dans ce cas. Même étreinte, même émotion quelques minutes plus tôt entre les parents de l'accusé. Tous deux parlent d'une famille détruite, éclaboussée depuis que leur fils est en prison. On nous a mis plus bas que le monde, lance la mère à la barre. Ils n'attendent de la justice désormais qu'un seul mot, innocent. Nous savons que notre fils sera acquitté parce que si jamais il était condamné, ça serait vraiment une erreur judiciaire de plus. Suite à l'affaire Seznec, suite à l'affaire Dreyfus, il y aura l'affaire Deperroy. La Josacine, qui soi-disant a été empoisonnée sur la table chez Madame Tocqueville. Cette Josacine, Jean-Marc en avait prescrit, en avait donné sur prescription du médecin à ses enfants. Il savait que c'était un produit uniquement réservé aux enfants. Ambitieux, sociable, serviable, jovial, ses proches et ses administrés ne tarissent pas d'éloges à l'égard de l'accusé. Un portrait qui sera très légèrement écorné par les experts psychiatres qui parlent d'une personnalité angoissée, d'une surestimation du moi, de troubles paranoïaques et surtout notent l'accusation d'un important pouvoir de dissimulation. Comme si un homme qui peut tout cacher peut tout faire, y compris l'irréparable. Suite à la modification du règlement intérieur des HLM de Montrouge, le tribunal correctionnel a résilié aujourd'hui le bail d'un locataire dont le pitbull a été jugé dangereux. L'expulsion doit intervenir dans un délai de 2 mois. En revanche, 2 autres locataires, possesseurs eux aussi de pitbull, ont obtenu gain de cause. Pour le tribunal, en effet, une expulsion ne se justifie que si l'on apporte la preuve du caractère dangereux de l'animal. Tout le monde, locataire expulsé et office HLM, a fait appel. En France, et cela à 2 ans de l'entrée dans le 3e millénaire, une centaine de femmes meurent chaque année des suites de leur accouchement. Selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, la France détient le triste record européen de la mortalité maternelle. Reportage Françoise Vallée, Myriam Etaoui. Atis est enceinte de 7 mois et demi et sait qu'elle devra subir une césarienne. En accord avec son médecin, elle est suivie par la PMI, le service de protection maternelle de l'hôpital, où elle va accoucher. Si on tentait l'accouchement naturel, vous risqueriez une hémorragie très importante qui risquerait d'être un risque très important pour votre vie. En France, chaque année, une centaine de femmes meurent des suites de leur accouchement. Or, la moitié de ces décès pourraient être évités par un meilleur suivi des grossesses à risque, une meilleure relation entre les médecins de quartier et la maternité. C'est ce que l'on tente de faire ici à Saint-Denis et les premiers résultats sont encourageants. Ce qu'on a voulu aussi améliorer dans ce travail en réseau, c'est effectivement l'envoi un petit peu plus précoce et un peu plus confiant des patientes vers nous. Car trop souvent, les équipes de soins découvrent les accouchements difficiles au dernier moment. Il faut bien définir les complications qui ne peuvent pas être prises en charge dans tel type de maternité et qui doivent faire décider par l'équipe médicale de transférer le cas dans un endroit plus équipé. Mais orienter les femmes à risque vers des centres plus équipés ne suffit pas. Dans les petites maternités, le personnel doit aussi être capable de mieux gérer les situations d'urgence. Sur un vrai coup dur, on n'a pas le temps. Et là, si on se retrouve avec des centres qui n'ont plus du tout l'habitude, là on va avoir des morts non seulement pour des pathologies graves, mais pour des pathologies moyennes, ce qui n'est pas entièrement le but recherché. Mieux former le personnel, coordonner davantage les services et encourager les vocations de médecins accoucheurs, c'est à ce prix que l'on assurera la sécurité de la mère et de l'enfant. L'enquête sur l'explosion du Boeing 747 de la TWA au large de New York. Le directeur du FBI a déclaré qu'un incident mécanique était vraisemblablement à l'origine de ce drame. La compagnie Boeing a réagi en affirmant que rien ne permettait encore de privilégier telle ou telle hypothèse. Au-delà de la douleur des familles des victimes se pose le délicat problème des indemnisations. Thierry Curté. 10 mois d'analyse, de recherche, et l'enquête n'est toujours pas close. Même si hier, à la télévision américaine, l'un des directeurs du FBI a clairement fait part de sa conviction. Je pense que les preuves que nous avons là jusqu'à maintenant, et en particulier l'absence de preuves contraires, nous conduisent à dire que l'enquête se dirige vers cette conclusion. Il y a eu une défaillance mécanique catastrophique.
Les enquêteurs n'ont en fait trouvé aucune preuve matérielle qui permette d'attribuer l'accident à une cause plus qu'à une autre. Alors ils travaillent par défaut, une méthode classique pour les cas difficiles. Chaque fois que l'on pourra couper une branche, on la coupera. Dans la thèse du missile, on va étudier notamment les traces d'explosion, les traces de présence, les débris. Si l'on ne trouve ni traces de présence, ni débris, ni traces d'explosion due à un missile, on conclura que cette voie n'est pas possible et on l'éliminera. C'est ainsi que les thèses du missile ou de la bombe ont été écartées. Et petit à petit, l'hypothèse que l'on ne peut éliminer devient la cause de l'accident. Dans cette catastrophe, les enquêteurs n'ont qu'une seule certitude. L'avion s'est disloqué parce que son réservoir central, dans lequel il n'y avait que des vapeurs de kérosène, a explosé. Mais qu'est-ce qui a provoqué la déflagration de ce réservoir? Pour le FBI, c'est donc une cause accidentelle. Le rapport définitif devrait être bouclé durant l'été. En Israël, la vie s'est figée pendant 2 minutes en mémoire des 6 millions de victimes de l'Holocauste nazi à l'occasion de la journée annuelle des martyrs et des héros de la Shoah. Sous le hurlement des sirènes, la circulation automobile s'est arrêtée. Tous les passagers sont descendus de voiture alors que les drapeaux étaient mis en berne dans tout l'État hébreu pour 24 heures. En Italie, nouvel afflux de réfugiés albanais entassés sur un bateau-citerne qui a accosté hier après-midi à Bari. En mars-avril, environ 13 000 réfugiés sont arrivés ainsi en Italie, où les autorités redoutent maintenant une nouvelle vague d'exode. Reportage de notre envoyé spécial Alain Chalvon. L'arrivée hier soir à Bari de ce nouvel exodus albanais, l'Irini, a plongé l'Italie dans l'effroi. Depuis le déploiement de la force multinationale dans ce pays, on croyait le phénomène enrayé. Mais voilà qu'ils arrivent plus nombreux que jamais. Sur ce vieux pétrolier, ils étaient 1700, essentiellement des femmes et des enfants, venus du port de Scuteri au nord de l'Albanie. Un nouvel exode, nouvelle politique. Les hommes, 180 au total, ont dès ce matin été embarqués sur 2 hydroglisseurs italiens sous bonne garde, direction leur port de départ en Albanie. On espère que ce sera dissuasif, mais rien n'est moins sûr. Les femmes, elles, ont été mises dans ce camp près de l'aéroport de Bari. Et même séparées de leur mari, elles ne regrettent rien, car, disent-elles, la présence de la force multinationale n'a rien changé. Tous les jours, toutes les nuits, pan, pan. Mais ils tirent. Ils tirent. Ils ont tué un enfant de 14 ans. On n'a jamais vu la force multinationale à Scuteri, seulement à la télévision. À leur corps défendant, les autorités militaires italiennes sont obligées de confirmer. Les mandats de l'ONU sont très clairs et sans équivoque. Nous ne pouvons pas intervenir pour défendre la population. Il sera difficile dans ces conditions de prévenir un nouvel exode. D'autant que les trafiquants de réfugiés qui ont gagné hier la coquette somme de 4 millions de francs ont trouvé un nouveau truc. L'Irini battait pavillon du Monténégro et avait été déclaré volé. Il devra donc être restitué par les autorités italiennes à ses légitimes propriétaires. À Toulouse, Philippe Douste-Blazy a effectué cet après-midi dans les jardins de l'hôpital Purpan sa première sortie depuis l'agression dont il a été victime vendredi dernier. Une courte apparition qui a été l'occasion pour le ministre de la Culture de remercier tous les Français qui lui ont écrit, ainsi que tous les hommes politiques, amis ou adversaires qui ont témoigné leur solidarité. La société pour laquelle je me bats, pour laquelle nous nous battons tous, c'est une société dans laquelle on accepte les conflits, mais où aussi on bannit la haine et la violence. Et enfin, un mot pour dire que je n'ai pas d'amertume vis-à-vis de mon agresseur, parce que c'est un malade psychiatrique et que je pense aussi à sa souffrance psychique. La campagne des législatives, si l'on en croit des rumeurs de plus en plus persistantes, Jacques Chirac pourrait intervenir mercredi à l'occasion du 2e anniversaire de son élection à l'Élysée, sans doute avec une tribune publiée par une douzaine de grands quotidiens de province. Les tout derniers sondages donnent la droite et la gauche au coude à coude, même si un tiers des électeurs ne cachent guère leur perplexité. En compagnie de Chantal Kimerlin, précision sur le sondage BVA réalisé pour France 2, Europe 1 et Paris Match.
La dernière enquête de BVA impose la prudence. Le rapport de force droite-gauche reste relativement stable et les deux camps au coude à coude. La droite passe de 39 à 40% et la gauche de 40 à 39,5%. À gauche, la baisse du PS s'expliquerait par une certaine radicalisation de l'électorat de gauche, au profit du PC, de l'extrême gauche et des écologistes. Le PC gagne 1 point à 11% d'intention de vote. À droite, on observe un léger recentrage au profit de la majorité sortante, alors que le Front National perd 1 point à 13% d'intention de vote. Mais la projection de sièges de la future Assemblée est une toute autre affaire. Chaque pourcentage de variation de vote a des effets considérables. 1% de variation d'intention de vote d'un côté ou de l'autre, cela se traduit par une variation de 26 sièges d'un côté ou de l'autre. Donc on voit bien la sensibilité du modèle de projection, et c'est pour ça qu'il faut toujours prendre ces résultats avec prudence. Après 15 jours de campagne électorale, les Français semblent plus perplexes que jamais. 34% d'entre eux ne savent pas ce qu'ils voteront et un Français sur 4 ne fera son choix que les derniers jours de la campagne, voire le dernier jour du scrutin. À voter. Alain Juppé a confirmé ce matin au micro de France Inter qu'il s'attendait à une campagne serrée. Le Premier ministre, qui tient actuellement meeting à Nancy, a déclaré tout à l'heure en Lorraine qu'à ses yeux, la prochaine intervention de Jacques Chirac dans la campagne était dans l'ordre des choses. Lionel Jospin, lui, est en Bretagne. Le premier secrétaire du PS tient actuellement meeting à Quimper. Pour lui, la droite en est déjà, je le cite, après 15 jours de campagne, à demander l'intervention du président de la République. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans quelques minutes avec le débat sur France 2 en compagnie d'Alain Madelin et de Dominique Strauss-Kahn. À la Sainte-Judith, situation inédite. La campagne a démarré officiellement aujourd'hui avec un nombre record de prétendants à la députation, 6242 très exactement, soit une augmentation de près de 20% par rapport aux législatives de 93. Record absolu dans la deuxième circonscription de Paris, celle de Jean Tibéri, avec 29 candidats. Dans le Val d'Oise, première campagne législative pour Robert Rue, secrétaire national du PC, qui a actuellement des journées plutôt bien remplies. Reportage Françoise David, Bernard Connor. Attendez, dépêchons-nous parce que allez-y, ça y est. Allez, il me prend là. Il me prend, ça y est, c'est formidable. Exercice classique pour tout candidat en campagne. Petit 1, accepter avec le sourire d'entrer dans l'album de famille. Petit 2, rendre visite aux commerçants amis de la rue principale, sans en oublier un seul, ce n'est pas le moment de froisser ses électeurs. Car Robert Rue aura besoin du maximum de voix pour faire son entrée à l'Assemblée. Le patron du Parti communiste n'a pas encore ses galons de député. Savoir, je n'ai pas fini. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Savoir pourquoi on n'est pas reçu. Sur le terrain, Robert Rue privilégie ce qu'il appelle les rencontres citoyennes. Question s'il y en a, mais il faudrait donner un micro. Est-ce qu'il y a un micro? Et au pied de la tribune, un épais registre noir. Je ne quitterai pas ce cahier de toute la campagne dans la circonscription, je l'aurai partout sous le bras. En gros, c'est un cahier citoyen où l'on va retrouver les doléances et ma volonté, c'est que toutes ces doléances soient portées dans l'urne avec le bulletin de vote communiste. Voilà. C'est aussi dans les sous-sols de la place du Colonel Fabien que Robert Rue a mené campagne. Contre une partie de la direction, il a prôné le rapprochement avec le PS. Le tabou des ministres communistes au gouvernement a même été levé. Grâce aux efforts de sa garde rapprochée, le 29 avril dernier, Robert Rue et Lionel Jospin signaient une déclaration commune. Bon, moi, ça est-ce que pour les caméras c'est mieux quand on est assis? Le lendemain, l'accord de candidature commune avec le mouvement des citoyens était paraphé. Robert Rue pouvait souffler. Non, là ça va. Là c'est bien. Tu prends quoi toi? Ou un jus de tomate moi? Un jus de tomate, oui. Un jus de tomate, on dit que c'est plein de vitamines, Robert Rue en a besoin. Sur son agenda, une dizaine de meetings comme celui-ci avant le premier tour. C'est fou, c'est 16-17 heures par jour, mais il n'y a pas le choix. Alors celui-là, tu vois, j'y penserai le 25 mai. Hein. J'y penserai beaucoup, je penserai à toi le 25 mai. Tu vois, le jour des élections. On saura alors si le muguet porte vraiment bonheur. Ah bah très bien. Bah écoutez, hein. Voilà, c'est... Deux mots de sport pour vous rappeler tout d'abord qu'en football, le Monaco est appelé à régner. Les Monégasques ont en effet été sacrés champions de France 2 jours avant la fin du championnat. Leurs supporters ont pu fêter ce 6e titre hier soir au stade Louis II, après que leur équipe eut fait match nul 2-2 face à une vaillante équipe de Caen, qui va sans doute terminer en 2e division.
Au championnat du monde de tennis de table, cette fois, les Français Jean-Philippe Gatien et Damien Eloi ont été éliminés par la paire chinoise en demi-finale. Les Chinois qui ont remporté tout à l'heure le titre mondial de double aux dépens des Suédois. Pour la médaille de bronze, les Français affronteront les Japonais. Ouverture après-demain du 50e Festival de Cannes avec la présentation hors compétition du tout dernier film de Luc Besson, Le 5e élément, dont la musique est signée Éric Serra, le compositeur fétiche du réalisateur du Grand Bleu. Louis Garzou et Bernard Puissosso l'ont rencontré à Los Angeles lors du mixage. Une mégalopole hors de toute proportion, où même la chaleur se fait inhumaine. Lorsqu'Éric Serra travaille sur la musique du nouveau film de Luc Besson, Los Angeles elle-même semble s'être mise aux couleurs du 5e élément. Il y a une ou deux scènes dans le film, oui, il fait très chaud, mais c'est pas l'essentiel du film. Et vous pouvez pas nous en dire plus? Bah bien sûr que non. Pour cette 7e collaboration avec le cinéaste, avant de finir le mixage à Los Angeles, Éric Serra a parcouru nombre de studios et d'univers musicaux durant 6 mois. Une balade à la hauteur de cette super production de 500 millions de francs et qui comporte pas moins d'1h30 de musique sur 2 heures de film. Pas aller plus loin parce que y a Michael Jackson même. Le style musical change un peu parce que c'est un film qui a lieu en 2500 je crois, c'est un film de science-fiction. Donc il y a certaines ambiances musicales où il fallait trouver la musique des années 2005. Quand je fais la musique d'un film, c'est un peu comme si je rentrais dans le rêve d'un autre. Je rentre dans le rêve de Besson. Et pour découvrir la version sur grand écran de ce rêve, encore 2 jours de patience. Chienne de puce, l'ordinateur a eu sa revanche sur l'homme. À New York, le superordinateur Deep Blue a en effet battu hier soir le champion du monde d'échecs, le russe Garry Kasparov, dans la 2e partie de leur match exhibition doté de 4 millions de francs pour le vainqueur. Deep Blue a démontré un excellent jeu positionnel en forçant Kasparov à l'abandon au 45e coup. Dans quelques instants, comme promis, le face-à-face opposant le socialiste Dominique Strauss-Kahn à l'UDF Alain Madelin avec la participation de Bruno Maigret du Front National. Auparavant, je vous propose de faire un petit détour par le CSA pour observer celles et ceux qui nous observent, l'équipe chargée de vérifier l'exacte équité des temps d'antenne à la télévision. Reportage Patricia Charnelet, Philippe Jasselin. Aucune intervention politique n'échappe à la vigilance du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Pendant cette campagne électorale, toutes les chaînes de radio et de télévision sont écoutées, chronométrées. 15 personnes visionnent tout ce qui est politique, reportage ou débat. Chaque séquence est décortiquée. Les médias audiovisuels sont soumis à la même règle, le principe d'équité entre la majorité et l'opposition. C'est donner à tous ceux qui ont une représentation forte un temps d'antenne et de parole normal, et aux autres un temps d'antenne et de parole susceptible d'éclairer les citoyens téléspectateurs. Jusqu'à présent, les équilibres sont globalement respectés. Les membres du CSA n'ont donc pas eu à jouer les gendarmes. Les chaînes d'ailleurs anticipent les critiques en contrôlant elles-mêmes leur antenne. Ainsi, à France 2, un relevé quotidien des prises de parole politiques est établi. Ce système, d'après tous les spécialistes, n'est sans doute pas parfait, mais il existe depuis 20 ans et seule une loi pourrait le modifier. Sous le regard attentif du CSA, mais aussi et surtout des fidèles de France 2, tout de suite le débat arbitré par Alain Duhamel et Arlette Chabot en direct du Studio 40. Bonsoir, bonsoir Alain Madelin, bonsoir Dominique Strauss-Kahn. Bonsoir. Et bonsoir à Bruno Maigret qui interviendra tout à l'heure. Alors on a parlé dans ce journal de la possibilité pour le président de la République d'intervenir par voie de presse, si je puis dire, un article publié sans doute dans les journaux régionaux. Il y a 15 jours, il annonçait la dissolution de l'Assemblée. Alors l'un et l'autre, trouvez-vous cette intervention légitime, normale ou anormale, Dominique Strauss-Kahn? Elle est sans doute nécessaire, sinon il ne l'aurait pas décidé.
Et c'est surprenant de voir que 15 jours après le début de la campagne, la majorité a besoin du renfort du président de la République. J'espère simplement pour elle qu'il sera plus efficace qu'il ne l'a été en annonçant la dissolution. Vous vous souvenez, dans les jours qui ont suivi, 80% des Français disaient qu'ils ne les avaient pas convaincus des raisons pour lesquelles il avait dissous. On verra s'il est meilleur cette fois-ci. Alain Madelin ? Je crois qu'il est normal que le président de la République, surtout lorsqu'il a dissous, intervienne dans cette campagne électorale. Attendons. Alors Alain Madelin, un des éléments dans l'actualité récente, c'est le triomphe de Tony Blair, le travailliste en Grande-Bretagne. Alors vous pensez que vous êtes, vous Alain Madelin, le libéral, plus proche de Tony Blair que ne l'est par exemple Dominique Strauss-Kahn? Écoutez, Alain Duhamel, si vous regardiez objectivement entre ce que Tony Blair propose de faire, ce que j'ai regardé bien entendu, et ce qu'il propose de ne pas défaire, de l'héritage conservateur, reconnaissez qu'on a là des réformes qui me conviennent tout à fait pour la France, à peu près dans tous les domaines. Et je crois qu'aujourd'hui, l'élection de Tony Blair a donné un coup de vieux aux socialistes français qui sont effectivement plus proches, eux, de Robert Hue que de Tony Blair. Dominique Strauss-Kahn. La façon dont la droite en France essaie de récupérer la victoire de Tony Blair relève quand même un peu de la plaisanterie. Si John Major, le conservateur, le thatchérien, avait gagné, vous seriez tous là sur les estrades à dire c'est notre ami, notre frère qui a gagné. Vous ne pouvez pas le dire dans les deux cas. Et à l'évidence, Tony Blair fait partie de la mouvance de l'ensemble de la gauche européenne. Vous dites qu'il y a des points dans son programme qui vous vont très bien. Lorsque Tony Blair dit qu'il est prêt à faire un impôt, s'il va faire un impôt sur les entreprises privatisées pour financer 200 000 emplois publics, vous êtes d'accord avec ça ou pas? Lorsqu'il fait un impôt sur un monopole, pourquoi pas? Le vrai problème, c'est de maintenir une situation de monopole. Lorsque M. Tony Blair maintient les entreprises privatisées et que vous proposez de garder Air France dans le giron de l'État, Thomson, de renationaliser France Télécom, est-ce que vous n'êtes pas le sentiment que vous êtes plus proche de Robert Hue, effectivement, que de Tony Blair? Je vous ai entendu, vous et vos amis, critiquer les 350 000 jeunes que nous voulons embaucher à partir d'un contrat payé par l'État. Tony Blair fait exactement la même chose, sauf qu'en plus, lui, il prélève un impôt pour ça, alors que nous, on n'en prélève même pas. Et vous dites, je me sens proche de Tony Blair, donc vous êtes d'accord avec ce que je veux faire. Quant aux privatisations, Tony Blair dit exactement la même chose que nous. Il ne propose pas de nationalisation, il ne propose pas de privatisation. Nous sommes exactement, nous socialistes, aujourd'hui dans la même situation. Oui, mais la différence, c'est qu'entre-temps, les privatisations sont passées. Et British Telecom est une formidable entreprise et que British Airways donne le pion à Air France. Voilà pourquoi je crois qu'aujourd'hui, Dominique Strauss-Kahn, il existe, disons, un socle de bon sens d'un certain nombre de réformes, moi j'appelle ça des réformes libérales, mais qui valent d'un côté un certain nombre d'entreprises hier publiques, qu'aujourd'hui il est de bon sens de privatiser, et puis une très grande confiance dans la liberté du travail et dans l'esprit d'entreprise. Sur ce socle-là, vous pouvez construire une politique de gauche, vous pouvez construire une politique de droite, d'accord, mais il y a quand même aujourd'hui un certain nombre de réalités auxquelles on ne peut pas tourner le dos. Que vous, dans la liberté d'entreprendre, dans l'esprit d'initiative, la question n'est pas là. La question, parlez uniquement de Tony Blair, débordons pas sur tout. La question est que vous voulez essayer d'attirer à vous l'image victorieuse de Tony Blair, avec quand même un aspect un peu cocasse. Ce qui est intéressant de mon point de vue dans la victoire de Tony Blair, c'est pas tellement l'assimilation qu'Alain Madelin essaye de faire, c'est le fait qu'aujourd'hui en Europe, sur les 15 pays qui constituent l'Europe, il y en a 10 qui sont dirigés par un socialiste ou un social-démocrate. C'est vrai de la Finlande, de la Suède, des Pays-Bas, de l'Autriche, du Portugal, de l'Italie. C'est vrai de l'Angleterre. Et si demain, la gauche gagne en France, alors nous aurons enfin une Europe à gauche, c'est-à-dire une Europe capable de construire ce qui, pour moi, est l'objectif véritable de l'Europe, c'est-à-dire une Europe sociale qui serve les citoyens. On a tendance à considérer que l'Europe, jusqu'à maintenant, a toujours été trop libérale. Mais c'est parce que les gouvernements qui étaient en place étaient libéraux. Pour la première fois, depuis le traité de Rome, et peut-être avant longtemps, nous avons la chance d'avoir une Europe majoritairement à gauche, et ça dépend du vote des Français. Quand on est européen comme moi, très européen, quand on veut construire l'Europe, il est primordial que l'avancée permise par la victoire de Tony Blair soit transformée par les Français. Là, on aura vraiment un ensemble à gauche en Europe. L'Europe a été trop libérale jusqu'ici? Écoutez, ma remarque porte simplement sur le fait que les travaillistes et Tony Blair sont très très loin du socialisme à la française et acceptent aujourd'hui un certain nombre de réalités économiques que l'on a bien du mal à faire accepter en France. Non, c'est un procès d'intention, j'accepte parfaitement les réalités économiques. Alors, Dominique Strauss-Kahn, Alain Madelin, vous faites campagne, vous, évidemment les socialistes, sur le thème du changement. Oui. Un peu différent pour Alain Madelin, mais c'est quand même une orientation un peu différente. Le changement, ça fait en gros 20 ans que les Français entendent chaque fois ce mot changement au thème, au centre de la campagne, comme thème central. Qu'est-ce que ça veut dire le changement ?
La première fois que je crois qu'on a vu apparaître le changement, c'était le changement dans la continuité. Voilà. Vous vous en souvenez? Aujourd'hui, exactement, Giscard, aujourd'hui, ce que nous propose Alain Juppé, c'est la continuité dans la continuité. Il n'y a pas vraiment de changement. La réalité aujourd'hui, c'est que le grand élan du président de la République, c'est le grand élan pour faire la même chose. Et que je crois que les Français n'ont pas envie qu'on fasse la même chose. Il y a eu des socialistes au pouvoir. Au cours des 20 dernières années, vous savez, il y a eu 10 ans de socialistes au pouvoir, 10 ans de droite au pouvoir. De législature socialiste, de législature de droite. Cette législature socialiste ont fait de bonnes choses, et puis de moins bonnes. Très bien. Aujourd'hui, on vient d'avoir 4 ans de gouvernement de la droite, 2 ans présidés par M. Balladur, 2 ans par Alain Juppé, dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles ne sont pas une réussite. Sinon, d'ailleurs, le président de la République n'aurait pas dissous comme ça, un peu en catastrophe. Bon. Et donc, la vérité, c'est que si on veut que ça change, si on ne veut pas avoir l'avenir qui nous est programmé, celui que Alain Juppé nous annonçait l'autre jour en disant « ben voilà ce que je vais faire dans les 40 jours qui viennent », comme s'il n'avait pas pu le faire sans dissolution. Si on veut que ça change, il y a véritablement la volonté à ce moment-là de choisir une autre voie. Cette autre voie, seuls les socialistes la proposent. Je ne dis pas que c'est une voie facile. Ce serait démagogique de dire ça. Mais c'est une voie différente, à la fois sur la construction européenne, sur l'emploi des jeunes, sur la réduction du temps de travail, sur la relance nécessaire, sur l'esprit d'initiative, sur la responsabilité que les Français doivent avoir. C'est une voie différente de celle que nous propose Juppé. L'esprit d'initiative, Alain Madelin. Oui, écoutez, mais il y a quand même des différences ensuite lorsque l'on regarde les propositions et les solutions que nous apportons de part et d'autre. Moi, je pense que nous allons vivre, et nous vivons, une période de formidable transformation. Et le problème aujourd'hui, c'est d'un côté les rigides et de l'autre côté les mobiles. Et on a intérêt à être du côté des mobiles. Souvenez-vous d'Azincourt, cette formidable bataille où les chevaliers français, avec leurs chevaux et leurs cuirasses, ils se pensaient être invulnérables, ils pensaient avoir leur sécurité, et ils ont été battus par les archers anglais plus mobiles. Eh bien moi je crois qu'aujourd'hui il y a besoin de transformer la société française pour justement renouer avec l'esprit de liberté qui fait bouger les choses. D'un côté, il y a un formidable gâchis social. Les gamins qui envoient 300 CV dans les entreprises et qui reçoivent seulement quelques réponses, les grands-parents et les parents qui désespèrent pour l'avenir de leurs enfants ou de leurs petits-enfants, le RMI qui a tendance aujourd'hui à devenir héréditaire, RMiste de père en fils, formidable gâchis social. Et de l'autre côté, un formidable gâchis du potentiel de création d'initiatives des Français, de ceux qui entreprennent, de ceux qui voudraient se mettre à leur compte. Essayez de vous mettre à votre compte, essayez de créer une activité dans ce pays. Donc je dis simplement qu'à l'heure actuelle, nous avons un moteur bridé, un moteur économique bridé. Que jusqu'à présent, on a, de gauche à la droite d'ailleurs, on a essayé toutes les politiques étatistes possibles. Et ce que je souhaite, moi, c'est que l'on donne à notre pays l'élan de la liberté qui remette la France en mouvement et qui notamment nous permette de retrouver la mobilité sociale que nous avons perdue. Alors, Dominique Strauss-Kahn, sur l'élan, la relance. Sur le gâchis qu'il y a à avoir des générations de jeunes qui n'ont pas d'emploi et qui sont à l'écart du travail alors que le travail est la valeur centrale de notre société. Sur le fait qu'il faut leur permettre d'avoir une première expérience. Les contrats publics que nous proposons, et dans les entreprises privées aussi, c'est le moyen pour ces jeunes ensuite de répondre à des annonces en disant j'ai une expérience. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, quand ils répondent, on leur dit ah mais il faudrait que vous ayez déjà travaillé. Et comment est-ce qu'ils le pourraient puisqu'ils n'ont jamais été employés. Donc, qu'il y ait du gâchis, qu'il faille y remédier, on est tous d'accord. Qu'il faille faire repartir le moteur économique, vous le disiez à l'instant. Qu'est-ce que nous disons d'autre? Le problème, c'est que vous ne pouvez pas abusivement penser que vous êtes le mobile et que les autres sont les rigides. Et moi, j'ai tendance à penser exactement le contraire. J'ai tendance à penser que c'est la politique qui a été conduite par Alain Juppé et qui continuera de conduire au lendemain des élections s'il gagne ces élections, qui est une politique rigide, une politique où on ne bouge pas. Il faut une politique qui relance la machine économique, qui libère l'initiative, vous avez tout à fait raison, mais il faut donner des éléments concrets. Pour ça, il ne suffit pas de faire des phrases sur la liberté. Il faut dire concrètement comment on veut faire, quelles mesures on veut prendre pour qu'en effet, notre machine économique reparte, et notamment les jeunes, pas seulement les jeunes, il n'y a pas que les jeunes qui sont en difficulté, mais notamment les jeunes soient capables de retrouver un emploi. Alors, vos mesures concrètes? Dominique Strauss-Kahn, il y a aujourd'hui un blocage de la société française, et notamment de notre capacité à attraper le train de la croissance qui tourne en ce moment autour du monde. Et les pays qui réussissent à se monter dans ce train de la nouvelle croissance, ce sont, je l'observe, les pays qui font le plus confiance aux libertés économiques, à la liberté et à l'esprit d'entreprise et à la liberté du travail. Et ce que je dis, moi, c'est que nous avons besoin de mettre de la souplesse dans notre économie, de nouvelles formes de travail et de nouvelles formes d'emploi, que nous avons besoin... Un exemple, le travail indépendant. Je crois à l'avenir du travail indépendant. Tenez, dans les 10 dernières années, en Allemagne, on a créé 3 millions d'artisans nouveaux. Ce n'est pas le passé, l'artisanat.
c'est l'avenir. Et vous voyez aujourd'hui dans le domaine du télétravail, dans le domaine des consultants, il y a énormément de gens qui voudraient se mettre à leur compte pour vivre non plus d'un travail salarié comme hier, mais vivre d'une prestation commerciale auprès d'une entreprise. Bien. Le travail indépendant, c'est quelque chose qu'il faut développer. J'avais commencé à le faire. Ce n'est pas une absence de sécurité. J'ai essayé de conjuguer davantage de liberté pour se mettre à son compte et en même temps davantage de sécurité en donnant aux travailleurs indépendants la liberté et la sécurité nécessaires pour pouvoir s'épanouir dans ce travail. Donc on peut conjuguer liberté et sécurité. De la même façon, je termine d'un mot, je suis persuadé qu'entre l'extrême précarité des emplois qui sont offerts aujourd'hui et l'extrême rigidité du contrat à durée indéterminée des modèles conventions collectives années 50, il existe un formidable espace de liberté contractuelle pour inventer de nouvelles formes de travail et d'emploi. Alors, moi je veux bien qu'on invente toutes les nouvelles formes qu'on veut, mais vous n'allez pas transformer un pays comme la France de 60 millions d'habitants, où il y a 3,5 millions, 4 millions de chômeurs, en distribuant ou en multipliant les travailleurs indépendants et les artisans. Les artisans ont toute mon estime, mais ça n'est pas la seule voie qu'on peut envisager pour que les travailleurs qui à Vilvoorde, ça aurait pu être en France, il se trouve c'est en Belgique, ou dans d'autres entreprises qui ferment, puissent trouver un emploi demain. Donc il faut quand même regarder les choses sérieusement. Les choses sérieusement, c'est que les pays qui créent des emplois sont en même temps des pays qui ont une forte taux de création d'entreprises. Évidemment, c'est surtout non, c'est pas seulement des pays qui ont très forte taux de création d'entreprises, c'est des pays dans lesquels les entreprises qui se créent ne meurent pas la première année. Vous savez ça comme moi. Et en même temps, vous avez davantage de natalité. Et pourquoi est-ce qu'elles meurent la première année dans notre pays? Aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de demande. Et la clé de cette affaire, elle est là. C'est que dans notre économie, aujourd'hui, alors que les taux d'intérêt ont formidablement baissé au cours de ces dernières années, peut-être étiez-vous de ceux qui, il y a quelques années, disaient il faut absolument que les taux d'intérêt baissent et puis l'investissement repartira. Puis les taux d'intérêt ont baissé, l'investissement ne repart pas. Parce que j'ai jamais vu un chef d'entreprise, et vous je suppose non plus, qui dit j'ai pas de clients, j'ai pas de demande, mais si vous me prêtez de l'argent gratis, je vais investir. Il faut qu'il y ait de la demande. Il faut s'occuper de l'offre, certes, mais aussi de la demande. Et on l'a comment? Alors, justement, comment est-ce qu'on peut l'avoir? Eh bien, aujourd'hui, la politique monétaire, tant que l'euro n'est pas fait, et c'est pour ça qu'il doit être fait le plus vite possible, la politique monétaire permettant la relance nous est interdite. La politique budgétaire n'est pas possible car il ne faut pas augmenter la dépense budgétaire ni le déficit. Il reste le pouvoir d'achat. Et c'est pour ça que nous proposons aujourd'hui de distribuer du pouvoir d'achat par plusieurs méthodes différentes qui vont de la réduction du temps de travail aux 700 000 jeunes qu'il faut mettre au boulot. C'est vrai aussi pour les cotisations sociales qui doivent distribuer du pouvoir d'achat en les diminuant en bas, voire en les augmentant en haut pour compenser. Bref, il faut que par tous les canaux possibles, il y ait du pouvoir d'achat et qu'à partir de là, il y ait de la demande. Alors, M. Madeleine, vous répondez là-dessus et puis ensuite... Bruno Maigret. Voilà. Alors, d'un mot, M. Strauss-Kahn propose de distribuer, de redistribuer. Moi, je propose de créer. Non. Et lorsqu'il propose, par exemple, 350 000 emplois semi-publics pour les jeunes, moi je me donne un autre défi, 350 000 créations d'entreprises par an, c'est possible, nous avons tout le potentiel pour cela. Ce que j'admire, monsieur Strauss-Kahn, moi je suis admiratif devant votre programme. Gagnez plus, travaillez moins, embauchez des jeunes dans des emplois publics, 35 heures payées 39, je trouve ça, tout ça formidable. Et j'aimerais pouvoir souscrire, mais malheureusement ça ne marche pas, cette histoire-là. Et c'est à contre-courant du monde. Non. Ça n'est pas à contre-courant du monde. Je vous montrais tout à l'heure que la majorité des pays européens font ça à gauche. Il n'y a guère que nous, les Allemands, les Belges et l'Irlande qui ne soyons pas à gauche. Mais non, personne ne fait cela. Personne ne propose de faire les 35 heures par la loi payer 39. Personne ne fait ça, parce que, M. Madeleine, vous le savez comme moi, dans les autres pays, la baisse du temps de travail, elle se fait. Et comme elle se fait, on n'a pas besoin de l'aider et de la stimuler. Dans notre pays, elle ne se fait plus. Depuis 15 ans, le temps de travail ne baisse plus. Ceci est inexact. Alors, restons sur ce point, il me paraît très important. La baisse du temps de travail se fait pas à l'étranger? Ceci est inexact. Qu'est-ce qui est inexact? Si vous regardez la courbe de la baisse du temps de travail en France, vous voyez en même temps la montée du chômage, vous voyez la montée du chômage, alors que dans les autres pays, les pays qui travaillent plus que nous sont en même temps. Là, on n'entend plus. Voilà. Les pays qui travaillent, les pays où la durée du travail est supérieure à la nôtre sont également les pays où il y a le moins de chômage. Donc il n'y a aucune corrélation. Je le regrette, ça serait formidable, mais malheureusement le truc de M. Strauss-Kahn ne marche pas. Alors, un mot et ensuite vous regrettez. Malheureusement, ce que vous dites, M. Madeleine, est faux, car le problème qui compte, ce n'est pas la durée du travail, c'est sa baisse, c'est la variation. Et en France, depuis 15 ans, la durée du travail ne baisse plus. Elle est à 39 heures effectives, elle ne baisse plus. Dans tous les autres pays qui nous entourent, elle continue à baisser. Et c'est la baisse du temps de travail qui compte, pas le niveau de la durée du travail. Vous le savez comme moi. Dernier mot, et j'aurai terminé sur ce point.
Quand je dis qu'il faut qu'il y ait plus de pouvoir d'achat, il faut qu'il y ait plus de pouvoir d'achat parce que ça permet de la production. Pourquoi est-ce que les usines automobiles aujourd'hui, Renault, Peugeot, on le voit tous les jours à la télévision, ne vendent plus de voitures? Parce qu'il n'y a pas de pouvoir d'achat en face. Et donc la redistribution n'a qu'un sens, c'est qu'elle permet la production et l'accumulation. Car c'est bien la production qu'il faut. Sur ce point, nous pouvons tomber d'accord. Le problème, c'est que vous n'avez pas de mesures véritables parce que vous ne voulez pas intervenir. Vous vouliez vous-même les mains. Vous dites, nous voudrions la production, mais vous ne pouvez pas l'aider à s'organiser. L'exemple automobile est particulièrement mal choisi puisque nous avons vu effectivement l'effet limité de toutes les relances artificielles. Mon problème n'est pas de redistribuer un pouvoir d'achat artificiel, il est de fabriquer un nouveau pouvoir d'achat. Et Monsieur Strauss-Kahn, je laisserai tout à l'heure à votre méditation ces quelques tableaux, à la fois sur le sens du mouvement, qui montre que lorsque vous n'avez aucune corrélation entre la baisse tendancielle du durée de travail et le chômage, et je laisse à votre méditation ce tableau qui montre que nous avons, je termine d'un mot, que dans les pays qui travaillent le plus, ce sont également souvent les pays où il y a le moins de chômage. Depuis un siècle, la durée du travail a baissé par 2, le salaire a multiplié par 10. Formidable, Monsieur Strauss-Kahn. Mais pourquoi? C'est pour ça qu'on a absorbé le progrès technique. Pourquoi 35 heures payées 39 et pas 30 heures payées 39 au point où vous en êtes? Parce que le progrès technique est tel qu'aujourd'hui, nous devrions être à 35 heures si la courbe s'était poursuivie. Ça s'est bloqué, il faut le remettre en marche. Je ne crois pas au socialisme dans un seul pays. Bruno Maigret. Voilà, c'est gentil, on va y arriver. Vous avez montré que c'était dans Non, Bruno Maigret. Une seconde, si vous voulez écouter Bruno Maigret, qui est délégué général du Front National et qui vous écoutait. Monsieur Maigret, bonsoir. Comment vous vous situez dans ce débat entre libéralisme, socialisme, plus d'initiatives individuelles, plus de liberté? Relance par la demande ou pas, relance par la demande. Que dites-vous et quelles questions posez-vous à l'un et à l'autre? Écoutez, j'ai le sentiment, en écoutant ce débat, qu'il est très représentatif de cette espèce de débat factice qu'on essaye de mettre en scène à l'échelle médiatique, à l'échelle politique, en excluant totalement le Front National et en laissant croire aux Français qu'il y a vraiment deux projets radicalement différents qui se présentent à eux, alors qu'en réalité les Français le savent bien, puisque les uns et les autres ont été au pouvoir dans le passé, ils mènent grosso modo la même politique, et quand ils se succèdent les uns les autres, rien ne change. Tout simplement parce que la vraie question n'a pas été posée. L'enjeu véritable de l'élection, il est ailleurs. Il est de savoir si on va continuer, coûte que coûte, la marche forcée de la mondialisation de notre pays, quoi que ça coûte aux Français, quelles qu'en soient les conséquences pour eux, ou si on va arrêter cette politique totalement suicidaire. Et de ce point de vue, eh bien, M. Madeleine comme M. Strauss-Kahn, RPR-UDF, PS sont d'accord, ils sont d'accord sur l'euro, ils sont d'accord sur Maastricht, ils sont d'accord sur l'immigration, ils sont d'accord sur l'ouverture des frontières, sur le libre-échangisme mondial. Et seul le Front National est contre. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je devrais être sur ce plateau, d'autant que, je le rappelle, je représente un mouvement politique qui a une audience électorale supérieure à celle de M. Madeleine. C'est ça l'enjeu. Et si on ne voit pas cette question, on ne comprend rien au problème qui se pose actuellement, car c'est la mondialisation qui est à l'origine de la régression sociale dramatique que nous connaissons aujourd'hui dans notre pays. Mondialisation à la Madeleine? Non. Non, on ne résoudra pas nos problèmes en mettant une ligne Maginot autour de la France. Mais il ne s'agit pas d'une ligne Maginot, Monsieur Madeleine. Monsieur Maigret, je vais vous raconter une petite histoire. Dans ma circonscription, en Bretagne, on fait exactement l'inverse de ce que vous préconisez. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre des frontières, on va chercher l'emploi là où il est et on essaie de relocaliser. Et vous savez, lorsque dans une entreprise industrielle un peu moderne, on sait bien faire travailler les gens, en leur donnant d'ailleurs de bons salaires, on sait bien moderniser les processus de fabrication. Chez moi, on produit en Bretagne 10% moins cher qu'à Taïwan, en Corée ou en Chine. C'est cela le progrès. Vous aurez du mal à Ne tournez pas le dos au progrès, Monsieur Maigret. Vous aurez du mal à expliquer aux Français. Laissez-moi vous parler d'une petite histoire à mon tour. La France est une maison. Il n'est pas question de murer les portes et les fenêtres et de se calfeutrer à l'intérieur. Mais ce que vous faites, vous, c'est de démonter les portes et les fenêtres, de les brûler dans la cour et de laisser la maison ouverte à tout vent. Nous proposons une politique autrement plus modérée, plus pondérée, qui est de maintenir les portes et les fenêtres et de les ouvrir quand c'est utile et de les fermer quand c'est nécessaire. Alors, tout ceci serait vrai si la France était envahie par les produits étrangers. C'est un peu l'inverse. Nous sommes heureusement largement excédentaires. Monsieur Madeleine, c'est faux. Le commerce extérieur, d'abord, le commerce extérieur est excédentaire pour des raisons artificielles, notamment liées au transfert
des dom-tom est également lié à la faible croissance intérieure française, ce qui facilite les exportations et minore les importations. Et au-delà, l'excédent qui est affiché est un excédent en termes financiers, mais si on se met à compter en termes d'emploi, il en va bien autrement. Lorsque le déficit commercial avec la Chine populaire s'élève à 10 milliards de francs, le déficit en termes d'emploi s'élève sans doute à près de 200 000 emplois. Alors, Dominique Strauss-Kahn. Oui, comme souvent sur les sujets qu'aborde le Front National, on avance des chiffres, on dit à peu près n'importe quoi sans jamais aucune justification. Oui, les vôtres ne sont pas plus crédibles, monsieur. Vous permettez que je dise un mot, monsieur Maigret? Non, mais ça vous dérange pas trop? À quel titre vous faites ce jugement? Ce que vient de dire monsieur Maigret sur la Chine n'a absolument aucun sens. Les produits que nous importons de Chine sont des produits que nous ne fabriquons pas en France pour la plus grande partie. Et donc le problème n'est pas de savoir quels emplois. Le problème n'est pas de savoir quels emplois on perd ou pas. Le problème est de savoir si, en échange, nous exportons ou pas vers la Chine. La Chine, de ce point de vue-là, d'ailleurs, sans doute pas le meilleur exemple. Les chiffres exacts sont les suivants. Nos échanges avec les pays qui sont les pays, comme on dit aujourd'hui, les nouveaux dragons, les pays nouvellement industrialisés, ceux qui nous font parfois une dure concurrence, sont de l'ordre de 3% de nos importations ou de nos exportations. C'est extrêmement limité. Ça n'empêche pas que quand une usine ferme, à l'endroit où elle ferme, ça pose un vrai problème, bien sûr. Et donc il faut là que des formes d'aménagement du territoire, de solidarité nationale, viennent compenser l'emploi qui s'en va, bien sûr. Mais en termes macroéconomiques, il est évidemment complètement faux de dire que la mondialisation dans laquelle nous sommes, il faut que nous soyons capables d'y résister, d'y prendre notre place. Et la France y a toujours pris sa place. Mais c'est évidemment pas en disant qu'on va se retrancher du monde, ce que sur beaucoup d'autres sujets, le Front National pourrait vouloir faire, que nous pourrons avancer. Du monde. Nous proposons une politique de protection de l'économie française comparable à celle que pratiquent les Japonais ou les dragons du sud-est asiatique dont vous parliez, monsieur Strauss-Kahn, ou à bien des égards comme le pratiquent les Américains. Alors je ne vois pas en quoi cette politique est rétrograde, elle est pratiquée par la puissance commerciale la plus performante du monde. Monsieur Strauss-Kahn, Bruno Maigret disait que l'ouverture des frontières, ça détruisait des emplois en nombre important. Est-ce que globalement il a raison ou est-ce qu'il a tort? L'ouverture des frontières d'un pays comme la France, ça a été principalement l'ouverture des frontières vers les pays européens. Ceci a été à l'origine d'une bonne part de la croissance française, comme des autres pays européens autour d'elle, pendant les années qui viennent. Lorsque nous aurons fait l'Europe, le commerce extérieur de l'Europe sera de l'ordre de 9%, c'est-à-dire comme les États-Unis. Nous aurons la même situation que les États-Unis. C'est pour ça qu'il faut faire l'Europe au lieu de nous replier sur nous-mêmes. De façon générale, notre attitude, elle doit être de produire plus, de créer plus, d'innover plus, de porter à l'extérieur ce que nous savons faire, et pas de dire nous restons chez nous. De ce point de vue-là, comme sur les autres sujets, vous me pardonnerez de ne pas partager le moindre mot de ce que dit M. Maigret. Et je pose la question à M. Strauss-Kahn qui nous a parlé à l'instant de la réduction du temps de travail à salaire égal. Ça va avoir une conséquence pratique évidente, ça va augmenter le coût du travail pour les entreprises. Alors comment peut-on, d'un côté, plonger nos entreprises dans la concurrence sauvage face notamment aux pays qui ont des coûts de fabrication et des coûts de main-d'œuvre inférieurs, et en même temps élever toujours plus le coût du travail en France? C'est impossible et c'est la raison pour laquelle il faut bien mettre en place des écluses douanières. Et je rappelle, monsieur Strauss-Kahn, malgré votre arrogance et votre prétention, que la politique que préconise le Front National est celle qui est proposée par le prix Nobel d'économie, monsieur Maurice Allais, que vous ne pouvez pas traiter avec le mépris qui vous est habituel. Je pense qu'il a une certaine compétence dans ce domaine. Je n'ai, monsieur Maigret, aucun mépris à part pour le Front National. Mais c'est bien ce que j'ai constaté, c'est bien ce que je soulignais à l'intention des téléspectateurs. Maintenant, vous parlez de la réduction du temps de travail. La réduction du temps de travail n'est pas quelque chose qui, dans le moyen terme, coûte cher aux entreprises. Quand on fait tourner les machines plus longtemps qu'elles ne tournaient avant, au contraire, l'entreprise y gagne. Et si la réduction du temps de travail était quelque chose qui rende le coût de ce qui est produit insupportable, alors comment expliquer comment, depuis un siècle, le temps de travail aurait pu à ce point baisser? La réalité, c'est que quand il y a du progrès technique, il doit y avoir de la réduction du temps de travail. Et lorsque l'on s'enferme dans une économie qui veut se replier sur elle-même, alors c'est là qu'on se met à l'écart, qu'on fait de la musculation en chambre, qu'on croit qu'on est un grand pays, et que lorsque l'on rencontre vraiment sur les autres marchés, ceux qui sont nos concurrents, on ne sait pas résister. Entre ces deux thèses-là? Écoutez, moi je suis clairement contre le repli de la France et un partisan d'un libre-échange tempéré, mais partisan du libre-échange. Et ce que je reproche parfois à Dominique Strauss-Kahn, c'est justement d'avoir une vision qui me paraît, on le pardonnera, une vision un peu de repli de la France, en donnant à la France
le sentiment que celle-ci va faire politique à part, idée à part. Il y a un monde tel qu'il est, il a ses règles et je crois qu'on a intérêt à les comprendre si on veut aujourd'hui guider les Français sur le chemin de la prospérité et de l'emploi. Simplement, aujourd'hui, j'essaie de regarder, c'est vrai que le libre-échange, ici et là, détruit des emplois. M. Maigret a partiellement raison. On voit des usines qui ferment parce qu'elles sont déstabilisées par l'ouverture de tel ou tel marché. Le problème est qu'ailleurs, il n'y a pas assez de création d'emplois. Il y a trop de mortalité et pas assez de natalité. Et la natalité, elle passe, là encore, je me répète, mais par le fait de lever les freins réglementaires, appuyer un peu sur l'accélérateur fiscal. Tenez, M. Strauss-Kahn est dans une région, Sarcelles, où le gouvernement a très justement mis en place des zones franches. Vous vous en félicitez de ces zones franches. Ces zones franches, elles permettent de créer des emplois. Comment? Parce que l'on baisse les impôts, on baisse les charges et on baisse les réglementations. Eh bien, ce que l'on fait chez vous, à Sarcelles, j'aimerais qu'on le fasse pour la France en tout entière. Les zones franches ne sont que du transfert d'endroits plus favorisés vers des zones de banlieue où on en a besoin. Mais ça ne crée pas de richesse au total. Que ce soit utile pour la banlieue, c'est autre chose. Mais ça ne crée pas de richesse au total. Vous-même, tout à l'heure, il y a des projets qui ne se seraient pas faits sans ça. Vous me reprochiez, M. Madeleine, tout à l'heure, de m'intéresser trop à la redistribution et pas à la production. Je vous retourne le compliment. Sur le libre-échange, je ne veux pour ma part ni de la position du Front National, qui est celle du repli sur soi, ni de la position qui est celle du libéralisme et de l'ouverture à tout vent. La France peut trouver, au sein de l'Europe, un compromis entre les deux. Se protéger de ce dont elle doit légitimement se protéger, mais en même temps se préparer à s'ouvrir et à conquérir des marchés. Il ne faut aucun extrême, ni l'extrême de type Front National, ni l'extrême trop libéral. Voilà, je vous remercie. Et je remercie aussi Bruno Maigret qui aura l'occasion de participer à d'autres débats pendant cette campagne. Alors, Alain Madelin, il y a un point que M. Maigret a évoqué au passage et dont on n'a pas encore parlé et qui concerne l'immigration. Dans le programme, dans le texte du Parti socialiste, il y a notamment, figure, l'abrogation des lois Pasqua-Debré. Alors je voudrais savoir, vous, qui êtes libéral, si vous êtes pour ou contre. Écoutez, il est très clair aujourd'hui que nous avons besoin de faire respecter la loi et la sécurité. Et de ce point de vue, les lois Pasqua et Debré ont donné, sont susceptibles de donner un coup d'arrêt important à l'immigration clandestine, qui est une bonne chose pour personne. Ce n'est pas une bonne chose pour l'immigration régulière, qu'elle déstabilise, et cela donne le sentiment aujourd'hui que la loi est bafouée, puisque dans trop de cas, un immigré en situation clandestine arrêté et au bout de quelque temps remis tout simplement dans la rue, sans pouvoir être expulsé ni condamné. Il y a là une situation qui bafoue l'état de droit et qui me paraît pour laquelle il me paraît nécessaire d'avoir des lois sévère d'un côté, de lutte contre l'immigration clandestine, et en même temps une politique généreuse d'intégration de ces enfants qui sont aujourd'hui sur le territoire français, qui viennent de l'immigration d'hier et qui sont aujourd'hui des Français et qui doivent être des Français à part entière. Monsieur Strauss-Kahn. Lutter contre l'immigration clandestine, tout le monde en est d'accord. Le problème, c'est que les lois Pasqua qu'on nous avait annoncées comme étant l'arme formidable qui allaient régler tous les problèmes, se sont révélées au bout de quelques années à ce point insuffisantes dans l'esprit même de ceux qui les avaient créées, qu'il a fallu en rajouter une nouvelle avec la loi Debré, parce que cette voie ne permet rien. Et la loi Debré, heureusement, amendée à la suite de toutes les manifestations qu'il y a pu y avoir sur l'article 1er qui était scandaleux, puisque dans cette mesure il poussait à la dénonciation, les lois Debré ne sont finalement qu'une étape de plus dans une méthode qui ne marche pas. Donc nous l'avons dit clairement, nous abrogerons les lois Debré et les lois Pasqua, nous reviendrons à la législation qui était celle de Jox en 82, il s'agit de lutter contre l'immigration clandestine. Je suis d'accord avec vous sur ce point, mais il s'agit de faire que la France reste digne de ce qui a fait son humanisme depuis la Révolution française et n'est pas vis-à-vis des populations étrangères qui sont sur son sol l'attitude mesquine, parfois scandaleuse, qu'entraînent des lois qui sont à l'origine du contrôle aux faciès, de la taquinerie continuelle, parfois de l'expulsion violente. Moi je ne veux pas de ça, je veux que mon pays, et je pense que si vous êtes un vrai libéral, vous devriez être d'accord avec moi, je veux que mon pays reste ouvert, pas clandestinement. Bien sûr, mais sur le clandestin, vous savez comme moi que ce contre quoi il faut lutter, c'est contre l'employeur de travail clandestin. Et cette mesure-là, aucun gouvernement pour le moment, pas plus d'ailleurs ceux de gauche que de droite, n'a réussi à la prendre de façon assez efficace. Oui. Lorsque, après avoir arrêté un immigré en situation clandestine, vous ne pouvez pas le régulariser. Il n'est pas dans des cas de régularisation.
vous ne pouvez pas l'expulser pour un certain nombre de raisons qui tiennent à la dissimulation d'identité, aux délais qui sont trop courts, etc. Et que vous êtes obligé de le relâcher dans la nature. Cela signifie que vous le condamnez à vivre ou du travail clandestin ou de l'illégalité. Et c'est une situation qui n'est pas saine. Et je crois que l'attitude du Parti socialiste, face, sous prétexte de générosité, mais face à ces lois Pasqua et Debré, est susceptible de créer dans notre pays un formidable appel d'air à une nouvelle immigration clandestine qui viendra encore un peu plus déstabiliser les choses. Mais non, pas du tout. Lutter contre l'immigration clandestine, c'est une chose. Pour autant, on n'est pas obligé d'avoir l'attitude face aux sans-papiers qu'a eu le gouvernement d'Alain Juppé et de l'Élysée Saint-Bernard pendant l'été dernier. Je veux dire, une chose est de dire il faut respecter la loi, et j'en suis tout à fait d'accord. Et il n'est pas normal aujourd'hui que nous acceptions la moindre immigration. Il faut réformer la loi, M. Strauss-Kahn, lorsque celle-ci n'est pas adaptée. Mais c'est ce qu'a très justement fait Jean-Louis Debré. Ce qui a été fait par Jean-Louis Debré, vous le savez très bien, ça a été donné des gages à ce monsieur que nous avons vu tout à l'heure sur l'écran, à essayer de récupérer, en allant prendre les thèmes du Front National, de récupérer une partie de son électorat. Vous le savez comme moi, tout le monde le sait. Non, je ne sais pas cela, M. Strauss-Kahn. Alors je vous l'apprends. C'est ce qui fait que cette loi, en fait, est une loi scandaleuse. Et c'est pour ça qu'il faut la remettre en cause. Non, un mot à la Madeleine sur ça, pour conclure sur ce thème. Pour conclure sur ce thème, juste d'un mot, il y a des Françaises et des Français qui aujourd'hui vivent dans des conditions difficiles, avec une immigration mal maîtrisée. Et ils auront compris, au travers des propos de M. Strauss-Kahn, ce qu'ils doivent attendre du Parti socialiste. Non, attendez, ça c'est trop facile. Le Parti socialiste, plus qu'un autre, ne soyons pas arrogants, comme dirait l'autre, autant qu'un autre, veut que l'on intègre ceux qui sont sur notre territoire. C'est ça notre mission. Le vrai problème, c'est pas l'immigration, qu'elle soit clandestine ou pas, c'est notre capacité ou non à intégrer ceux qui sont là. C'est là que nous devons faire un effort. Non, le vrai problème, c'est que la politique, les signaux qui sont envoyés par la politique française, est-ce que la France en Europe est le pays où il est le plus facile d'entrer et de rester. Et moi, je crois que nous n'avons pas intérêt à envoyer ce message. Pour terminer, moi, je vous pose la question de confiance, question que se posent tous les Français. Si la majorité reste la majorité, et si vous arrivez au pouvoir à la gauche, est-ce qu'il y aura une augmentation des impôts, oui ou non, de votre part ou de votre part? À la Madeleine, sachant pour les compteurs du CSA que vous êtes un peu en retard. Écoutez, moi j'ai répondu clairement non, et que la seule façon d'ailleurs d'éviter une nouvelle politique de rigueur, c'est d'entreprendre un certain nombre de réformes de fond, la réforme de l'État, afin de dépenser moins, mais surtout en dépensant autrement et en recherchant l'efficacité de la dépense publique. Et puis c'est aussi une politique de vigueur pour l'économie, de confiance dans la liberté d'entreprise avec des mesures précises. Il n'est plus temps d'en parler, mais c'est la seule voie qui puisse nous permettre aujourd'hui... Alors, est-ce qu'il y aura baisse d'impôts, pas baisse d'impôts? C'est la seule voie aujourd'hui qui nous permette à la fois de maîtriser nos dépenses publiques et de poursuivre dans la nécessaire baisse des impôts. Est-ce qu'il y a une baisse qui est engagée? Est-ce que la baisse doit être plus forte que celle qui est déjà engagée par le gouvernement? Plus encore? J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur ce point. Pour ma part, je souhaite, oui, effectivement, accélérer la baisse des impôts, ou plus exactement chasser tous les impôts qui aujourd'hui pèsent sur l'initiative. Si vous me donniez le barème des impôts des Anglais que propose de garder M. Tony Blair, ça me conviendrait très très bien pour la France. C'est-à-dire 40% maximum. Il y a une gigantesque mystification là-dedans. Car il ne s'agit pas de dire est-ce que la baisse des impôts qui a commencé va continuer. Il n'y a pas de baisse des impôts qui a commencé, il y a une hausse des impôts qui a commencé. Là-dedans, il y a la TVA qui a augmenté de plus d'une centaine de milliards, et il y a l'impôt sur le revenu qui a un peu baissé, c'est vrai. Mais au total, les Français le savent bien, tout le monde le sait bien, pendant les 2 ans qui viennent de s'écouler, il y a eu de la hausse d'impôts, pas de la baisse d'impôts. Les prélèvements obligatoires ont augmenté comme jamais dans notre pays. Est-ce qu'il faut baisser les impôts? Record de France atteint. Alors, est-ce qu'il faut baisser les impôts? Oui, c'est la question. Alors, si on peut baisser les impôts, il faut le baisser. Il y a des points sur lesquels il faut les baisser. Nous l'avons annoncé. Il y a de la TVA à baisser car c'est l'impôt le plus injuste. Il y a aussi des cotisations sociales. On parle des impôts, mais c'est vrai aussi pour les autres prélèvements, les cotisations sociales, je suppose votre question. Il y a des cotisations sociales qu'il faut rendre moins pesantes pour ceux qui ont les plus petits revenus, et c'est ce que nous proposons en matière de transformation des prélèvements sociaux. Et l'impôt sur le revenu? Et l'impôt sur le revenu, la mesure qui a été prise ne sera pas remise en cause. Nous ne pensons pas que ce soit la priorité. Si l'on veut pouvoir baisser les impôts et les charges, il faut une meilleure efficacité de la dépense publique. Si nous avions, par exemple, le niveau de dépense publique des Allemands, et je ne pense pas que les Allemands soient moins bien formés, moins bien éduqués, qu'il n'y ait pas de route, qu'il n'y ait pas une bonne protection de la santé.
nous aurions 400 milliards de prélèvements obligatoires en moins. Ça ne dit pas grand-chose, 400 milliards, mais cela signifie 2 mois de salaire en plus dans les Français. Donc aujourd'hui, la réforme de l'État est quelque chose de tout à fait essentiel. Et lorsque je parle notamment de désengager l'État d'un certain nombre de secteurs, cela me paraît être de bon sens. Le rôle de l'État... C'est le niveau de la dépense publique centrale dont vous parlez en Allemagne. Il y a tous les Länder qui font la dépense publique à côté que vous oubliez. Tout consolidé, dépenses publiques consolidées. Qu'il faille que la dépense publique soit la plus efficace possible, on est d'accord. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre de choses à supprimer. Par exemple, le CIE, qui était la grande arme de bataille anti-chômage de Chirac pendant la campagne. Je pense que vous êtes d'accord avec moi pour qu'il soit plutôt supprimé. Bon, mais il reste le ramener à ce qu'il était, la création de nouveaux emplois, il me semble que vous avez une mesure analogue. C'est-à-dire donc qu'il soit supprimé dans l'état où il est aujourd'hui. Alors vous avez 30 secondes chacun. On dit que la campagne est ennuyeuse. C'est pas le cas ce soir, j'espère. Vous partagez ce sentiment ou... Je ne sais pas, c'est aux Français de le dire. Elle n'est d'ailleurs pas terminée, donc il y a encore au stade où elle en est. Je ne sais pas, je n'ai pas le sentiment. Les gens que je rencontre dans les meetings, sur les marchés, ne me donnent pas cette impression-là. Parce que je pense que petit à petit, jour après jour, un peu plus, ils prennent conscience de l'enjeu. L'enjeu qui est clair, c'est est-ce qu'on veut continuer avec la politique d'Alain Juppé, auquel cas on vote pour la majorité, ou est-ce qu'on veut changer de politique? Et dans le contexte européen d'aujourd'hui, où les Anglais ont gagné, où, comme je le disais, la majorité des pays européens est aujourd'hui à gauche, il y a un grand mouvement qui peut se profiler pour que nous ayons une Europe. C'est votre dernier mot. Je crois qu'il y a un besoin d'espoir et un besoin d'autre chose aujourd'hui. Et il me semble que c'est du côté de l'élan tonique de la liberté. Aérer un peu les choses. Essayer les solutions de liberté qui partout marchent. Ensuite, on verra. Mais je crois qu'aujourd'hui, la principale chose qu'attendent les Français, c'est le sentiment que, au terme de cette campagne, il y aura une politique forte et énergique pour remettre, oui, vraiment la France en mouvement. Voilà, on vous remercie tous les deux. Tous les deux, on vous remercie. Dans quelques instants, bonsoir. Et dans un instant, la femme en blanc.